Test 1, test 2. Alors bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur dailyfx.fr, bienvenue au morning meeting de 11 heures. Vincent Gann pour vous retrouver ce matin, 1000 pardons pour ce léger retard, 6 minutes de retard. Nous sommes le lundi 6 juin 2015, une semaine importante. Bon, finalement, comme les toutes dernières semaines sur le dossier grec, je vais vous proposer une synthèse des tout derniers éléments connus et surtout des prochaines étapes. Dans un second temps, on se concentrera sur le calendrier économique de la semaine, qui est quand même important, notamment la nuit prochaine, une décision de politique monétaire de la Banque centrale d'Australie, dollar australien qui est sous pression depuis quelques semaines, avec notamment la semaine dernière des cassures de support sur la UD-USD ou encore un GBP-AUD qui allait plus loin. On va faire le point sur ces paires de devises. Y a-t-il encore du potentiel de baisse sur le dollar australien? Et puis un tour d'horizon global des marchés en utilisant l'analyse technique, et je répondrai donc à l'ensemble de vos questions. Je vais faire un point de marché qui sera court, donc je vais parler rapidement et je répondrai à vos questions aussi rapidement et je vous retrouverai un peu plus longuement cet après-midi. Alors, je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement sur les risques liés au trading. Le trading sur devises et CFD comporte un haut niveau de risque. Plus que jamais, prenez connaissance de cet avertissement sur les risques liés au trading. Alors concrètement, quels sont les prochains éléments? Quelles sont les informations connues? Moi j'ai un tableau à vous montrer, c'est un tableau qu'on vous propose depuis un certain temps, qui a été préparé par notre analyste aux États-Unis, David Rodriguez, en se basant sur une double source, à la fois Bloomberg et le Wall Street Journal. Ce tableau fait tout simplement la synthèse, et c'est régulièrement mis à jour par notre équipe aux États-Unis, les échéances de dette de la Grèce. Au mois de juin, c'était essentiellement le Fonds monétaire international. Au mois de juillet, c'est la Banque centrale européenne. La balle est probablement dans le camp au mois de juillet de la Banque centrale européenne pour tout un tas de raisons. D'une part parce que la Grèce doit de l'argent à la Banque centrale européenne, et d'autre part parce que la Banque centrale européenne, elle est maîtresse du système bancaire grec. En clair, c'est à la Banque centrale européenne de décider si oui, elle assure la poursuite du fonctionnement du système bancaire en Grèce ou si elle le lâche définitivement. Donc les choses se jouent dans le camp de la Banque centrale européenne et de manière générale dans le camp des chefs d'État de la zone euro. C'est d'ailleurs pour cette raison que demain ils se réunissent au sein d'un sommet européen des chefs d'État de la zone euro. Donc voilà, les tractations ont actuellement lieu, mais c'est demain que des informations seront connues. Dans tous les cas de figure, il n'y avait pas de bonne ou de mauvaise réponse, ni de fin ou de début d'ailleurs, oui ou non, il y avait un certain nombre de scénarios possibles. Nous sommes entrés dans un scénario qui n'est pas celui d'une sortie de la Grèce de la zone euro, mais qui est celui d'une poursuite des négociations. Alors ces négociations qui n'ont pas réellement reprise, et a priori, en tout cas du côté de la Grèce, on considère qu'il y a un avantage au gouvernement d'Alexis Tsipras, mais ce n'est pas forcément si évident parce que un membre important de ce gouvernement a sauté. On peut même considérer qu'il a été sacrifié pour justement reprendre le contact. Le ministre des Finances, Yanis Varoufakis, qui n'est plus ministre des Finances de la Grèce. Quelques éléments à noter avant de commencer, pour ceux qui finalement découvrent l'actualité. Victoire du non avec 61,30%, avec un taux de participation qui atteint presque les 2 tiers. La Banque centrale européenne, elle se réunit dès aujourd'hui pour évaluer les options sur son plan de liquidité d'urgence ouverte aux banques commerciales de Grèce. Ça c'est important parce que ces banques, eh bien, il y a un contrôle des capitaux qui est mis en place depuis le début de la semaine dernière. On sait que les retraits au guichet sont limités. La Banque centrale européenne, c'est à elle de décider si lors des toutes prochaines heures, elle permettra au système bancaire grec de refonctionner normalement. Donc, pour deux raisons, la balle est dans le camp de la Banque centrale. Pour la première, vous l'avez sous les yeux, euh, une échéance de dette qui est majeure, c'est celle ici du 20 juillet 2015, avec la Grèce qui doit donc rembourser 3,456 millions d'euros auprès de la Banque centrale européenne. Alors il y avait des échéances intermédiaires vis-à-vis du Fonds monétaire international, mais étant donné que la Grèce n'a pas payé le Fonds monétaire international mardi dernier, on peut partir du principe que toutes ces échéances sautent. De toute façon, la Grèce ne paiera pas le Fonds monétaire international. C'est un défaut localisé. Comme nous l'avions vu la semaine dernière, le FMI ne détient que 6% de la dette publique grecque. C'est autre chose avec la Banque centrale européenne. C'est bien sûr largement différent avec la dette accumulée vis-à-vis du Fonds européen de stabilité financière, le FESF, qui détient presque 50% de la dette publique grecque. Et là, la balle est dans le camp des États, puisque les actionnaires du FESF, ce sont les États membres. Et donc justement, eh bien, c'est pour cette raison qu'un sommet européen est organisé demain et qui se fera au niveau des chefs d'État. Donc tout simplement, les autorités, il n'y a pas plus fort, hein, comme autorité décisionnelle.
au sein de l'Europe. Alors, ce tableau, lisez-le bien. D'ici le 20 juillet, de toute façon, on sera fixé. Le Premier ministre grec se rend aujourd'hui à Bruxelles. Il espère toujours négocier un troisième plan d'aide au travers de l'ESM. C'est donc terminé pour Yanis Varoufakis, qui de toute façon avait utilisé des mots assez tranchés le week-end dernier, qui de toute façon ne pouvaient que bloquer les créanciers. Maintenant, quelles sont les prochaines étapes? Parce que l'incertitude, elle est toujours là, le marché n'aime pas l'incertitude. Les marchés réagissent ce matin de manière assez classique dans un climat d'incertitude. Ce climat d'incertitude, il est le même depuis quelques semaines. Alors, je vais vous faire un panorama des mouvements de marché. Ils ne sont pas non plus hyper impulsifs, mais on pouvait s'attendre à tout ce qui se passe sur les marchés financiers. Il n'y a pas de surprise. Mais le calme, il y a quand même un calme globalement apparent, je trouve. Lorsqu'on regarde l'euro, par exemple, c'est assez stable. On a fait comme dimanche de la semaine dernière, on a ouvert en gap baissier à l'ouverture de la session asiatique pour finalement tout effacer progressivement. Bon, malgré tout, l'euro reste tout de même sous pression. Alors, quelles sont les prochaines étapes? Les prochaines étapes, nous y sommes déjà, c'est très proche. La Banque centrale de Grèce demande officiellement à la Banque centrale européenne davantage de liquidités dans le cadre du programme ELA, donc cette fameuse enveloppe de liquidité d'urgence qui n'a pas été étendue la semaine dernière. Il y a donc une demande officielle de la Banque centrale de Grèce qui recevra une réponse probablement aujourd'hui ou demain, en tout cas à court terme. En fonction de cette réponse, on va avoir une idée un peu plus précise de la façon dont la Banque centrale européenne se positionne vis-à-vis de la dette grecque de manière générale, mais surtout vis-à-vis de ce que l'État grec doit directement à la Banque centrale européenne. Sans soutien de la Banque centrale européenne, on peut considérer que le système bancaire grec est en faillite. Et si le système bancaire grec est en faillite ou ne reçoit pas le soutien de la Banque centrale européenne, clairement, là, la Grèce a clairement plus qu'un pied en dehors de la zone euro. Puisqu'à partir du moment où la Banque centrale de Grèce ne reçoit pas de soutien, il faudra qu'elle prenne des mesures pour retrouver son autonomie. Et pour elle, la seule façon de retrouver son autonomie, c'est de refrapper une monnaie sur laquelle elle ait le contrôle, à savoir une monnaie nationale. Donc en juillet, la balle est dans le camp de la Banque centrale européenne. Alors, le contrôle des capitaux, il est toujours en place. 60 € pour ce qui est des retraits au guichet pour le peuple grec. Et cela donc continuera tant que la Banque centrale européenne ne se sera pas exprimée. Aujourd'hui, une réunion à Paris entre la chancelière allemande et le président de la République française. Demain, mardi 7 juillet, un sommet européen. Alors, à la fois la réunion de l'Eurogroupe et en plus de cela, un sommet européen des chefs d'État. Et donc, enfin, le 20 juillet, cette échéance importante vis-à-vis de la Banque centrale européenne. La Banque centrale européenne dont le Conseil des gouverneurs se réunit à Francfort le 16 juillet. Donc ce sont toutes les dates à suivre. Le 6 juillet, c'est aujourd'hui. Le 7 juillet, c'est demain le sommet européen. Le 16 juillet, avec le Conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne à Francfort. Mais de toute façon, d'ici le 16 juillet, la Banque centrale européenne aura fait un choix sur les liquidités d'urgence ouvertes au système bancaire grec. On peut s'attendre à ce qu'elle fasse quelque chose pour le maintenir en état d'activité d'ici le 16 et le 20 juillet. Et bien sûr, donc à la fin du mois de juillet, le gouvernement grec qui doit payer les salaires, qui doit payer les pensions de retraite, et sans avancée, sans argent frais, de toute façon, le pays n'en sera pas capable. Donc l'histoire, le dossier grec sera probablement incertain jusqu'à la fin du mois de juillet. Donc on n'en est pas sorti en gros. Voilà donc pour la synthèse que je pouvais vous faire. J'ai essayé de faire ça en 5 minutes. J'espère que c'est suffisamment clair. Je quitte ce tableau des échéances à suivre et on passe maintenant au marché. Alors moi je trouve que le marché réagit sans surprise. À quoi d'autre de toute façon pouvions-nous nous attendre? Baisse des marchés actions, baisse du rendement de la dette allemande à 10 ans, hausse du rendement des autres pays. Alors c'est toujours la même opposition entre l'Allemagne, la France et les pays dits du sud de l'Europe. Un euro qui est sous pression mais pas tant que ça. Ça c'est un fait. Et donc globalement les marchés actions qui baissent mais qui ne chutent pas. C'est pas le crack. Ils sont en recul globalement mais ils se reprennent. Alors peut-on toujours utiliser l'analyse technique dans un tel environnement de marché? J'ai envie de dire, l'analyse technique parfois sait s'accommoder des environnements incertains. Il n'y a pas non plus de cataclysme, en tout cas pas pour le moment, donc
étant donné qu'il n'y a pas de cataclysme et que finalement il y a toujours une phase de négociation qui est à envisager. Alors, les négociations n'ont pas repris, hein, mais on peut envisager qu'elles reprennent d'ici demain soir. On peut toujours regarder les graphiques. Tout d'abord, premier graphique, celui qui représente les actions de la zone euro. Alors, sous les yeux, vous avez l'Eurostoxx 50. Intéressant de noter que pour l'Eurostoxx 50, depuis la fin du mois d'avril, c'est un retour à la case départ. On a à peu de choses près, alors c'est pas exactement la vérité, mais effacé en grande partie l'avancée du premier trimestre. Vous avez ici donc les bougies hebdomadaires de l'Eurostoxx 50, au point près. Le marché est revenu sur les précédents sommets de l'année 2014. Alors c'est ce niveau de prix ici, 3327 points sur l'Eurostoxx 50. Et si vous prenez ce matin le plus bas de notre CFD EXTX 50, c'est 3326 points. Donc on a concrètement effacé l'avancée du marché depuis que le scénario d'un programme de quantitative easing de la Banque Centrale Européenne est devenu crédible. Ce n'est pas le 22 janvier que le marché a commencé à anticiper le QE de la Banque Centrale Européenne, c'est le 15 janvier, rappelez-vous, lorsque la Banque Nationale Suisse a supprimé le seuil qu'elle défendait face à l'euro. Dès le 15 janvier, le marché s'est projeté sur la réunion de la BCE qui avait lieu une semaine plus tard, où finalement on s'est dit, si la BNS lâche l'affaire, c'est bien parce qu'elle sait qu'elle ne pourra pas se mettre en face d'une action monétaire nouvelle de la Banque Centrale Européenne. Donc concrètement, le marché est revenu à la case départ. Il est revenu à la case départ parce que il anticipe, ou en tout cas il n'écarte plus cette fois-ci un risque systémique pour la zone euro, qui serait celui d'une sortie de la Grèce de la zone euro, un scénario qui pendant longtemps avait été exclu et qui a quand même gagné en probabilité. Alors, ce sera dur de vous donner une probabilité, de toute façon donner une probabilité c'est comme réaliser la semaine dernière des sondages, ça ne sert à rien, puisque de toute façon tous les sondages ont été pris à contre-pied, donc c'est pareil, faire des probabilités sur des scénarios, je pense que c'est de la perte de temps probablement. Mais par contre ce qui est certain c'est que l'Eurostoxx 50 réagit pour le moment sur ce seuil. On peut partir du principe que ce seuil peut tenir, à moins de voir la suspension totale des négociations. Qu'est-ce qui pourrait amener les marchés actions de la zone euro à tomber davantage et à s'enfoncer et à annuler toute leur hausse depuis le début de l'année? Parce qu'on a quand même annulé une bonne partie de la hausse depuis le début de l'année. À un moment, le DAX gagnait 25% depuis le 1er janvier, le CAC 20 et quelques, l'Eurostoxx 50 pas loin de 20. C'est vrai que depuis le début de l'année, maintenant, les performances depuis le 1er janvier, elles ont été sensiblement réduites. L'Eurostoxx 50, depuis le début de l'année, il ne gagne plus que 7%. Le DAX, depuis le début de l'année, ne gagne plus que 11%. Après en avoir gagné 25% depuis le début de l'année, le CAC ne gagne plus que 11% depuis le début de l'année, après en avoir gagné aussi 23 ou 24%. Donc, à peu près 50% de tout le chemin effectué depuis le 1er janvier est effacé, et une grande partie du chemin effectué au moment où donc la BCE a déployé son programme de quantitative easing. Il y a quand même beaucoup de facteurs de hausse qui n'ont pas disparu, l'euro faible, le pétrole pas cher, entre autres, les taux d'intérêt bas, même s'ils ont remonté, ils restent quand même globalement bas. Donc on se pose la question, mais d'un point de vue technique, c'est certain qu'on est revenu sur des niveaux qui peuvent être considérés comme la frontière technique entre la capacité pour le marché de reprendre sa marche en avant, ici sur les marchés actions, ou d'effacer toute la hausse depuis le début de l'année, et de retomber tout simplement bien sur les points d'ouverture du 1er janvier. Je ne pense pas que le marché action prendra une décision aujourd'hui, il attendra les toutes prochaines dates, celles dont je viens de vous parler, les toutes prochaines heures qui verront la Banque Centrale Européenne se positionner sur son action par rapport au système bancaire de la Grèce. Et puis bien sûr, demain, le sommet européen, ainsi que la réunion de l'Eurogroupe, bon, tous ces sommets de toute façon qui vont permettre à toutes les autorités compétentes de s'exprimer. En tout cas, l'Eurostoxx 50 est revenu ce matin sur un niveau très important. C'est ce que je vous montre ici en données hebdomadaires. On constate en données journalières un début de réaction, donc on a une mèche qui montre, je vous l'avais ici, donc c'est le précédent sommet de l'année 2014, et là vous avez donc la phase de transition latérale qui avait fait suite à l'annonce par la BCE de son QE, c'était ici le 22 janvier. Le 21 janvier, 6 jours précisément après
l'abandon par la Banque nationale suisse de son seuil qu'elle défendait face à l'euro, on avait eu donc cette très nette avancée du marché. Et puis ici, vous aviez eu donc le point bas de la BNS. Donc on est plus ou moins revenu sur cette période de point de départ de la très nette avancée des marchés actions qui a eu lieu entre le 15 janvier et le 22 janvier, l'abandon du seuil par la Banque nationale suisse et l'engagement par la Banque centrale européenne de son programme de quantitative easing. Le marché action revient donc dans cette zone, qui est une zone qui parle, une zone de prix où se conjuguent un certain nombre de stratégies haussières, et notamment beaucoup de capitaux internationaux investis sur les actions de la zone euro dans cette zone de prix, et pour le moment on constate qu'elle est défendue. Et elle le sera à moins qu'un scénario de sortie de la Grèce de la zone euro ne voit le jour. La probabilité de ce scénario, elle a augmenté, mais elle n'est pas encore de 100%. Et elle est loin d'être acquise. On peut d'ailleurs considérer que la mesure du gouvernement de Tsipras de virer, parce que c'est le cas, son ministre des Finances, qui avait qualifié les terroristes de créanciers, soit une mesure d'apaisement en vue de reprendre les négociations. Donc voilà où, d'un point de vue fondamental, et je vous invite à bien avoir en tête toutes les dates que je vous ai données, voilà où en sont donc les marchés actions de la zone euro d'un point de vue technique. Il y a plusieurs marchés que l'on suit, le marché des taux forcément, le marché actions, le marché des changes et le marché des matières premières. Tous ces marchés s'inscrivent dans un schéma classique d'aversion au risque, mais aversion au risque somme toute contenue. C'est ce que je vous ai montré sur les marchés actions de la zone euro, à travers l'indice Eurostoxx 50. Lorsqu'on étudie la dynamique du CAC 40, ce marché, pour le moment, tente de tenir les mêmes niveaux du 18 juin. Donc pour l'instant, ce sont des niveaux qui tiennent. L'Eurostoxx 50, lui, est revenu au contact de ses précédents sommets de l'année 2014. Ce n'est pas le cas du CAC, ça s'établissait à 4598. Donc concrètement, le marché action, on n'est pas surpris, il baisse, mais il se reprend depuis l'ouverture. Il n'y a pas non plus donc eu l'ouverture d'un trou de cotation baissier et puis une vive chute des marchés actions. Une phase de pression qui était à attendre, mais finalement un retour assez rapide, je trouve, dans une phase d'attentisme. Un choc, mais tout de suite pris à contre-pied par un retour à une phase d'attentisme. Cette phase d'attentisme sur les marchés actions, on la retrouve sur un autre marché qui est à suivre, bien sûr, c'est l'évolution de l'euro sur le marché des changes. Là, vous avez le taux de change euro-dollar, mais moi, je vais vous montrer un autre indice. Je vais vous montrer l'euro face à un panier de devises. Comment se comporte-t-il? Est-ce ce matin la panique sur l'euro? Concrètement, non. C'est une baisse, mais elle est sous contrôle. Avant de vous montrer l'euro index, on reste dans un scénario qui là aussi était techniquement appréciable. Nous avons, nous, adopté un biais techniquement fortement baissier depuis le 18 juin. Le 18 juin, ce sont des fondamentaux que l'on connaît bien, c'est ceux des politiques monétaires. Au lendemain donc d'une réunion de la Réserve fédérale, avec un dollar américain qui a progressé depuis, un euro qui a rejeté sous un certain nombre de seuils techniques, qui a confirmé le 23 juin et qui depuis reste dans un processus de retrait, mais tient pour l'instant un niveau technique important qu'il défend coûte que coûte. Le précédent niveau horizontal ici du mois de mars et d'avril 2015, le fameux niveau des indices 50, le pivot horizontal. On constate que ce niveau, il a été défendu il y a une semaine à l'ouverture d'un gap baissier. On constate que ce niveau a constitué le point bas du marché tout au long de la semaine dernière, que le marché ouvre ce matin en gap en dessous, mais qu'il retente. Alors déjà le gap est comblé, hein, ça n'a pas fait exactement comme dimanche dernier, et finalement que le niveau est défendu. Donc c'est probablement ce niveau sur la base d'un cours de clôture journalier qu'il faut surveiller. Lorsque je repasse en cours de clôture, on constate que pour le moment il est défendu, et j'établirai même une zone beaucoup plus large entre 1,0970 et 1,1050. Entre 1,0970 et 1,1050, c'est la zone que défend pour le moment le marché. Les 1,0970, vous voyez qu'ils ont été défendus ici. Mais de manière générale, de toute façon, le taux de change euro-dollar depuis le 18 juin est dans un processus de repli, à la fois dû à un repli de l'euro et en même temps un dollar américain qui avait de toute façon toutes les bonnes raisons de monter sur le plan des fondamentaux, surtout la semaine dernière. Alors, il ne monte pas non plus en ligne droite, mais il progresse. Le dollar US a techniquement toutes les bonnes raisons de monter et fondamentalement, ça ne sert à rien de revenir sur tous les détails.
Il avait aussi toutes les bonnes raisons de monter la semaine dernière d'un point de vue des fondamentaux. L'euro, maintenant, y a-t-il un mouvement de panique propre à l'euro? On va aller regarder un œil à l'euro index. Donc j'utilise ici les indices devises. Simplement, tous ces marchés vous montrent que après quelques heures d'un marché clairement en mode risk off à l'ouverture de la session asiatique, très rapidement cet environnement risk off cède la place à de l'attentisme. Donc il n'y a pas de crack. Hein, il n'y a pas de crack. D'ailleurs, toutes les stratégies qui consistaient à shorter agressivement le marché action à l'ouverture ont été immédiatement prises à contre-pied, puisque finalement les cours d'ouverture sont les points bas, quoi. Ce sont clairement les points bas. Donc l'euro. Alors l'euro face à un panier de devises, on constate qu'il se replie depuis le début du mois de juin, sous une résistance technique d'ailleurs, ici, un niveau horizontal qui était très propre sur l'euro index. Concrètement, l'euro, il est revenu ce matin sur les plus bas du 29 juin, les plus bas aussi de la fin du mois de mai. Pour le moment, c'est le statu quo, mais il se replie malgré tout. Ce qui est certain, c'est que le gap qui a été ouvert ce matin, en dépit de l'actualité, reste un gap commun. Gap commun, pourquoi? Parce qu'il est déjà comblé et qu'il ne s'est pas traduit pour l'instant par de nouveaux plus bas. Et malgré tout, l'euro baisse depuis le début du mois de juin d'une manière assez linéaire, en dépit des deux gaps qu'on peut considérer ici comme des anomalies. Et donc l'idée, c'est que tant qu'il reste couvert par ces résistances, qu'il se replie davantage. Et si l'incertitude se prolonge, l'euro peut continuer donc de se replier, notamment jusqu'à ce niveau-là. Ça, c'est un niveau à suivre ici sur l'euro index, qui avait bien tenu. Mais de manière générale, voilà. On a une baisse qui se poursuit sur l'euro, mais qui reste aussi là tout à fait contenue. Une autre façon de constater que le marché se maintient dans un profil attentiste, alors globalement risk off mais attentiste, c'est le comportement ici du yen en tant qu'indice de devise. Il est stable, il ne baisse plus, c'est un fait, mais il ne rebondit pas non plus de manière drastique. Alors, moi je vais revenir sur des graphiques intraday maintenant. Il y a un autre marché qui là aussi se comporte, qui dévoile un schéma classique d'aversion au risque, c'est le marché des taux, mais là aussi c'est clairement sous contrôle. Euh, la hausse du Bund, alors la hausse du prix, la baisse du rendement, elle a lieu certes, mais c'est pas non plus une envolée du Bund. Je vous le montre ici, hein, voilà, il est recherché. Donc sans surprise, les rendements allemands baissent, ça c'est pas une surprise. Les rendements du sud de l'Europe, façon de parler, j'aime pas cette expression, italien, espagnol, montent. Il y a un arbitrage, comme d'habitude sur ces marchés de la dette, entre les pays dits cœur et les pays du sud de l'Europe. Mais c'est pas non plus un arbitrage conséquent. Il n'y a pas un déplacement massif des capitaux d'un marché à l'autre. Il y a un processus qui représente bien l'incertitude, mais qui n'est pas non plus un arbitrage conséquent avec des ruptures techniques à la clé. D'ailleurs, le Bund, il n'y a pas de rupture technique. Nous, ce que l'on défend sur le Bund depuis le début du mois de juin, c'est l'établissement d'une stabilisation, voire d'un creux important au-dessus de ce niveau de prix, les 148-149. C'est un niveau technique qui correspond à quelque chose. C'est notamment 50% de toute l'avancée du marché depuis l'été 2013. Donc on se stabilise au-dessus, c'était aussi 1% de rendement, ce qui a amené finalement les investisseurs à se repositionner à l'achat sur un contrat qui avait beaucoup baissé, qui redevenait plus rémunérateur. C'est toujours bon à prendre, 1% de rendement, c'est toujours mieux que 0,07, qui était donc le plus bas atteint par le taux d'intérêt de ce contrat à la fin du mois d'avril. Que se passe-t-il ce matin? Le marché avance, on continue de progresser finalement depuis le début du mois de juin. On peut toujours revenir chercher ces niveaux de prix là que j'indique sur le graphique, mais on n'y monte pas non plus en ligne droite. Il n'y a pas non plus donc une panique transcendantale. Les marchés actions de la zone euro baissent certes, mais reviennent donc au contact de leur précédent sommet de l'année 2014, avec une réaction initiale qui est acheteuse. Vous avez ici le chandelier horaire de l'Eurostoxx 50. Vous avez ici les 3327 points qui sont au point près le précédent sommet de l'année 2014. Et dans un premier temps, on constate que c'est acheté. Alors,
On s'envole pas non plus, hein, le marché ne repart pas comme en 40, mais on constate une première réaction acheteuse. En clair, certains niveaux techniques forts fonctionnent dans un premier temps, parce que certains intervenants se disent que finalement ce sont des niveaux susceptibles de tenir. Qu'est-ce qui pourrait faire que ces niveaux lâchent? Ce serait le scénario du pire, probablement un scénario qui n'est pas pricé, qui est celui d'une sortie de la Grèce de la zone euro. C'est probablement un des scénarios qui n'est pas pricé. L'incertitude, elle est pricée. La poursuite des négociations, elle est anticipée. Euh, Deux scénarios ne paraissent être pas anticipés par le marché. Voir la Banque Centrale Européenne complètement lâcher le système bancaire grec, ce qui implicitement signifie un retour de la Grèce vers sa monnaie nationale. Donc ça, ce scénario, il n'est pas anticipé, et je pense que les investisseurs se disent, c'est quand même la Banque Centrale Européenne, elle va quand même pas lâcher la Grèce. Mais c'est possible, elle peut à un moment ou à un autre le décider. Et c'est pourquoi les toutes prochaines heures sont importantes. Mais dans un premier temps, donc, un marché en mode aversion au risque, mais globalement attentiste, qui contient certains niveaux techniques importants. Si je devais faire la synthèse de ces niveaux techniques qui pour le moment tiennent, les 3330 points de l'Eurostoxx 50, la zone 1,0970, indice 50 de l'euro-dollar, tous ces marchés sont au bord du gouffre. L'euro-dollar est au bord du gouffre, l'Eurostoxx 50 est au bord du gouffre sur des considérations techniques, mais pour le moment ce sont des niveaux qui tiennent. Mais alors autant vous dire que si vous pensiez qu'à l'ouverture des marchés, dans la nuit de dimanche à lundi, l'incertitude allait disparaître et qu'on allait enfin y voir plus clair, non, hein, c'est simplement une étape supplémentaire. Certains scénarios sont écartés. Le scénario du oui, qui permettait d'envisager que le gouvernement grec soit saute, soit accepte les mesures des créanciers. Le scénario risk on, lui, à court terme, il est écarté. Donc on reste dans un scénario d'aversion au risque, et ce scénario d'incertitude et d'aversion au risque, il peut prendre plusieurs formes, et le marché ne parvient pas encore à trancher. Donc concrètement, eh bien, le dossier continue de se dérouler. Voilà donc ce que je pouvais vous dire sur ces principaux marchés, le marché de l'euro, le marché des actions de la zone euro, le marché de la dette, celui des matières premières. Il n'y a pas un lien immédiat avec le dossier grec. Je continuerai de faire un lien fort avec la dynamique générale du dollar américain, qui techniquement et fondamentalement a toujours toutes les bonnes raisons de progresser. Depuis le 18 juin, le dollar US a tenu un niveau de support important, depuis une casque des résistances. Tout ce qu'on a pu vous expliquer sur le dollar américain, et notamment en amont du rapport sur le marché du travail au mois de juin, et dans le sillage de l'édition de ce rapport, c'était jeudi dernier, reste valable, à savoir la capacité du dollar US petit à petit de remonter en direction de ses sommets du début du mois de juin, voire davantage. C'est un marché qui se trouve en range depuis le début du mois de mars, c'est un fait, mais qui, je trouve, se comporte plutôt bien depuis le milieu du mois de mai. En tout cas, les gros niveaux techniques haussiers ont toujours tenu. Euh, Ça maintient l'once d'or sous pression. D'ailleurs, encore une fois, aujourd'hui, ce qui se passe sur l'once d'or vous montre à quel point ce marché n'a presque plus aucun lien avec la perception du risque sur les marchés financiers, mais probablement, par contre, un lien direct avec l'évolution générale du dollar US. Il y a un marché dont j'essaierai de reparler davantage, c'est celui de l'énergie, et notamment celui du pétrole, qui évoluait dans un range depuis le début du mois de mai, qui revient sur un niveau très important. Le pétrole, là, clairement, est en risque de retomber davantage. Les choses se jouent prochainement. L'Eurostoxx 50 est sur un niveau technique majeur. Si ça cède, c'est la cave. Le taux de change euro-dollar est sur un niveau technique majeur. Si ça cède, c'est la cave. Mais le pétrole aussi est sur un niveau technique majeur. Le prix du contrat US Oil revient sur 54 dollars. C'est le niveau qui a été débordé le 15 avril et qui avait permis au marché de progresser en direction des 63 dollars. Alors le prix du pétrole, là c'est vraiment un niveau très important sur lequel il revient, on retombe fortement d'ailleurs. Si le pétrole réintègre
brise les 54 dollars, il y a clairement un risque de le revoir retomber en direction des 44 dollars. Si je reprends les bougies japonaises en données hebdomadaires du US Oil, vous constatez que le marché est resté couvert ici par cette ligne de tendance. On sort par le bas d'une structure de range qui a vu en weekly une succession de toupies. On en sort par le bas. On revient sur ce niveau des 54 dollars. C'est un niveau de support, mais il est en risque. Et si jamais le marché le réintègre, on retombe en direction des 44 dollars. Alors le fait de voir le pétrole retomber, là par contre, à terme, on sait que c'est un facteur de soutien pour les marchés actions, et notamment pour la consommation des ménages. Donc prudence sur les prix du pétrole. La situation technique qui était neutre depuis quelques semaines prend une mauvaise forme technique avec un marché qui, depuis quelques séances, et finalement c'est quelque chose qu'on pouvait appréhender sur le Brent, à la cassure ici de cette ligne de tendance dès la fin du mois de juin, prend quand même une tournure baissière sur le plan de l'analyse technique. Même si le US Oil revient sur cet important niveau de support qui est susceptible de tenir dans un premier temps, d'ailleurs c'est précisément les 54,20, on se positionne prochainement dessus, je resterai quand même méfiant sur l'évolution à venir du prix de l'énergie. Alors maintenant je vais utiliser quelques graphiques intraday, notamment celui du CAC, du DAX. Alors si l'Eurostoxx 50 il est revenu au contact de ses plus bas de l'année 2014, c'est pas encore le cas du DAX. Le DAX était 10 094 points, on en est quand même sérieusement éloigné. Le DAX est retombé à nouveau violemment à l'image de ce qu'il avait fait mi-juin sur ce niveau-là, hein, le niveau des 10 800 points. On voit que dans un premier temps ça tient, 10 800 points, là on se reprend. La toute première résistance c'est 11 005 points, le marché peut aller chercher 11 005 points, mais à nouveau échouer sous cet obstacle graphique. Bon, le marché action, de toute façon, qu'est-ce que je vous dise? Tant qu'il y a de l'incertitude, il n'y a aucune décision technique fiable que l'on puisse prendre sans savoir ce que décidera de faire la Banque Centrale Européenne ou même les États membres de la zone euro. Ils peuvent lâcher l'affaire, ils peuvent tous lâcher l'affaire. Comment ça sera interprété par les investisseurs internationaux? Là aussi, il y a plein de scénarios. Ça peut être mal envisagé dans un premier temps, et puis dans un second temps, on pourra finalement se dire que c'est une zone monétaire qui est capable de s'ajuster et d'exclure ces canards boiteux, ce qui à terme la rend plus viable. Mais ça, malheureusement, tant que l'incertitude prédomine, il sera difficile de réenvisager une ferme tendance haussière sur les marchés actions, car pour obtenir une ferme tendance haussière sur les marchés actions, il faut que l'incertitude s'éloigne. Et tant qu'il y a plusieurs scénarios possibles, qu'est-ce qui faisait qu'au premier trimestre, les marchés actions sont montés de marché linéaire? Il n'y avait pas d'incertitude, c'était au contraire clair comme de l'eau de roche, ce qui est moins le cas maintenant. Bon, les paires croisées, les paires secondaires, les stratégies intraday, je verrai avec vous ça cet après-midi. Je vais revenir simplement ici sur ce chart en horaire de l'euro-dollar. Je vous redonne dans le chat toutes ces dates à suivre, ce qu'on pourrait appeler les dates clés du mois de juillet. Ces dates clés ne concernent pas que la Banque Centrale Européenne, mais en grande partie. Elle ne peut plus se permettre de se taire à la Banque Centrale Européenne, puisque c'est un organisme alors déjà qui est indépendant, et là qui a directement son mot à dire et des choix importants à faire. Et ces choix lui appartiennent. Donc alors voilà, beaucoup de questions sur des questions auxquelles j'ai déjà répondu. Donc je jette un œil. Alors un coup d'œil sur la UD, la UD-USD. Alors ce qui est appréciable avec, et c'était notamment la semaine dernière, les paires de devises comme le dollar australien, le dollar canadien, etc., même la livre sterling, c'est que ce sont des stratégies FX qui permettent de s'éloigner le plus de l'incertitude liée au dossier grec, notamment le dollar australien. Le dollar australien, depuis 2 semaines, c'est des purs fondamentaux australiens et de la pure analyse technique. Le dollar australien qui est sous pression, c'est quelque chose que vous avez pu voir à travers la hausse du GBP AUD,
techniquement c'était facile, si vous me permettez l'expression, à attraper, ou encore la UDUSD. La UDUSD qui est sortie par le bas d'un range, c'était le 2 juillet dernier. Sortir par le bas d'un range, à ce moment-là d'ailleurs, lorsque la UDUSD était sur un support majeur, il y avait, selon les données du Speculative Sentiment Index de FXM, 80% d'acheteurs. 80% d'acheteurs sur un support majeur, mais dans une dynamique qui est globalement baissière. Il y avait un risque de briser le support. D'un point de vue technique, il a été brisé. Signal de vente donné donc le 3 juillet sur la UDUSD. Un support atteint par contre à 0,7450. La UDUSD peut se stabiliser à court terme. Peut-il effectuer un pullback en direction des 0,7598? C'est possible. Il faut savoir que sur ces marchés, il y a souvent un adage qui fonctionne, c'est acheter la rumeur, vendre la nouvelle. La nuit prochaine, la Banque centrale d'Australie prend une décision de politique monétaire. Autant vous dire que si le marché a fortement chuté depuis plusieurs semaines avant cette décision de politique monétaire, on peut envisager qu'il rebondisse, un simple rebond technique, au moment où la décision sera prise. Autant vous dire que les ventes de dollars australiens, si vous souhaitez les faire maintenant, c'est clairement trop tard. Alors je ne dis pas que le dollar australien ne peut pas s'écrouler si notamment il y a une baisse des taux la nuit prochaine. Mais le dollar australien, il chute depuis quand même un paquet de temps. Et dans une phase qui était techniquement assez linéaire depuis le début du mois de mai. Et notamment la semaine dernière, il y avait des stratégies techniques. Alors, malgré tout, le GBP AUD, ça reste quand même une stratégie que je trouve assez limpide à l'achat. Sauf qu'elle était limpide et bien timée la semaine dernière, lorsque le marché testait un support à 2,0260. Une ligne de tendance, il y avait une divergence haussière cachée, un avalement haussier. Bon bref, on a fait 1000 fois l'histoire la semaine dernière. Maintenant, on temporise. On est quand même dans un haut de canal. Si vous avez vendu le dollar australien, l'idée c'est d'avoir pris fermement des bénéfices avant la nuit prochaine. On est quand même face à un cas de figure où l'achat de la rumeur, donc les ventes de dollars australiens, pourraient être débouclées au moment où la Banque centrale d'Australie s'exprimera la nuit prochaine. En tout cas, si on revient aux fondamentaux habituels des marchés, notamment du marché d'échange, qui sont les fondamentaux de la politique monétaire, la prochaine à suivre, c'est la Banque centrale d'Australie. Et puis bien sûr, pour l'euro, la façon dont la BCE va se positionner par rapport à tout un tas de choix que cette fois-ci elle doit faire de toute façon. Alors le DAX, le CAC, le WTI, Bruno, j'en ai parlé. Au moment où je vous parle, en effet, on teste un niveau important. Alors ça peut tenir dans un premier temps, hein, je vous remonte ce niveau, le niveau des 54 $. Mais honnêtement, même si c'est un niveau de support, franchement, j'ai le sentiment que ça peut lâcher. Le pétrole, ici, il est resté couvert par cette oblique. Rebascule sous la MM20. Il est sous pression. Le dollar US est boule. D'un point de vue technique, on sort quand même par le bas d'une transition latérale qui s'est développée entre le 5 mai et le 29 juin. D'ailleurs, si j'en projette l'amplitude au point de cassure, donc j'attrape tout ce qui avait été balayé dans le range, j'ai quand même le sentiment que ça pourrait retomber à 50 $. Alors, pas d'un coup, on peut peut-être rebondir par exemple à 56, la première résistance daily horizontale, 56 $, 56,5. Donc, une stratégie de trading qui consisterait à croire que le niveau des 54,40 peut tenir dans un premier temps, pourquoi pas. Mais l'idée c'est que les premières résistances pourraient rapidement agir et que finalement on retombe vers 50 $. En tout cas, prudence ici sur le prix du pétrole, notamment depuis le 1er juillet. De manière générale, toutes les matières premières qui sont censées le plus représenter le risque, alors c'est pas les métaux précieux, mais si on regarde le prix du cuivre, le prix du pétrole,
le prix du gaz naturel, il y a probablement deux choses. D'une part, l'aversion au risque, ok, et constater d'ailleurs que les métaux précieux reçoivent le même traitement que les autres matières premières. Bon, pas au point du cuivre ou du pétrole, et surtout la hausse du dollar US. Euh, c'est plus ou moins le raisonnement que moi je chercherais à adopter. Euh, et finalement, aujourd'hui, quel est l'actif qui profite de l'environnement risk-off? C'est pas très net, mais il y en a un seul finalement que je citerai, c'est le contrat allemand Bund. Et là encore, c'est pas très net, mais c'est bien, on va dire, le seul qui monte face au maintien de l'incertitude. Donc c'est ce contrat-là. C'est le seul, je trouve, qui a une relation au risque la plus évidente sur le court terme, ou qui en tout cas bénéficie de l'arrivée de capitaux. Parce que si des capitaux quittent le marché action par exemple, il y a plusieurs possibilités. Soit ces capitaux restent liquides, donc on reste en cash, soit on va immédiatement vers un autre actif. On peut envisager que ce soit ici un marché qui en attire une partie. Après, moi, j'ai pas tous les détails, j'ai pas les chiffres. Je peux pas vous dire quelle partie va vers. J'en sais absolument rien, quoi. Je regarde juste la façon dont les mouvements se distribuent. Et honnêtement, le pétrole, tenez-vous à l'écart parce que le pétrole reprend un momentum baissier qui n'avait pas été vu quand même depuis un certain temps. Se mettre en face de cela, même si on trouve des niveaux horizontaux techniques, je suis quand même méfiant et je n'y mettrai pas, je mettrai pas la main au feu sur ce marché. Voilà, alors j'ai répondu à l'ensemble de vos questions. Vous avez donc compris que les toutes prochaines heures sont toujours autant critiques que finalement l'étaient les toutes de la semaine dernière. Le marché se projette sur les choix que fera la Banque Centrale Européenne. Le marché se projette sur les choix que feront les chefs d'État de la zone euro. Cette fois-ci, la décision appartient à ces gens-là. La Banque Centrale Européenne, les chefs d'État de la zone euro, des choix pour deux institutions qui sont indépendantes l'une de l'autre. On peut imaginer qu'elles se consultent, mais elles prendront leurs propres choix. Merci à tous d'avoir été attentifs à ce point de marché. Il est 11h50, prochaine émission 13h, le 13h des Day Traders avec Sylvain. Quant à moi, je vous retrouve tout à l'heure pour la réouverture des marchés actions US. Je vous rappelle que les marchés actions US sortent des célébrations de l'Independence Day. Retour des capitaux états-uniens sur les marchés financiers cet après-midi, donc pour le Wall Street Insider, avec une statistique américaine à suivre à 16h qui sera donc l'indice PMI de l'ISM, le PMI composite, je crois, ou celui des services, enfin bref, un chiffre important pour le dollar américain, pour Wall Street, et c'est à 16h. Donc je vous retrouve donc à 15h15. Merci et à tout à l'heure.